Bienvenue à cette présentation de Nocima. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Rio, je suis le fondateur de l'entreprise Alizadeh, qui est une entreprise de dépollution de matériaux et équipements impactés par des CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. L'entreprise a été fondée en 2008 et historiquement travaillait sur les polluants que sont l'amiante et le plomb. On a ensuite étendu notre spectre de polluants avec d'autres matériaux CMR comme l'arsenic, le chrome hexavalent, la fibre céramique réfractaire. Donc, depuis 2008, donc, on intervient chez nos clients qui ont deux grandes familles, hein, les propriétaires fonciers, donc collectivités locales, industrielles, et puis le process et les équipements industriels, sur lesquels on retrouve ces matériaux essentiellement en deux usages. L'isolation anti-condensation et puis le traitement de surface. On intervient donc chez nos clients, je le disais, puisque quand ces matériaux sont à prendre en charge, la sortie du périmètre du client leur fait acquérir le statut de déchet dangereux. La présence de ce CMR impacte ça et donc restreint les destinations de ces matériaux. On intervient donc avec la conjonction de... nous sommes à la rencontre de trois réglementations. Le Code du travail pour la protection des travailleurs, le Code de l'environnement pour la destination des matériaux et des déchets, et enfin le Code de santé publique pour la population. Puisque par notre action, on expose ces trois éléments-là, que ce soit à nouveau l'intervenant, les déchets et ce qu'on en fait, et puis la population par les impacts que peut avoir notre action. Donc je disais, depuis 2008, on intervient chez nos clients, on va travailler chez eux. Alors, l'exposition aux matériaux CMR impose une première contrainte, c'est l'embauche de notre personnel en CDI, puisque la traçabilité et la surveillance médicale renforcée imposent cela, ce qui ne rend pas forcément très souple notre organisation. Parce que vous imaginez bien que quand vous avez, ce qui est notre cas, 42 salariés en CDI, dès que vous mettez un malade, un absent ou un retardataire, ça désorganise un tout petit peu. Mais c'est ce qui fait aussi le sel de notre métier, puisque au-delà de la formation initiale sur le risque chimique métier, on a toutes les autres formations à rajouter, travaux en hauteur, espace confiné, risque électrique, conduite d'engin, intervention en atmosphère explosive, des choses comme ça. Donc une des grandes valeurs de notre capital, très clairement, et de l'entreprise, ce sont les ressources, c'est le personnel. On intervient en industrie, également en ouvrage fonctionnel, donc type centrale nucléaire, hôpitaux, des choses comme ça. Je disais, donc depuis 2008, on intervient chez nos clients, alors dans le cadre de réhabilitation ou de démolition. Hein. On enlève ces matériaux-là, soit par volonté, par décision, ou quand des travaux de modification l'imposent. Ça fait quelques années qu'on constate une tendance qui nous plaît pas beaucoup, qui consiste à dire le Code du travail impose... Ah. Allô. Le Code du travail impose une évaluation des risques avant toute intervention. Le fait d'exposer des travailleurs à un matériau CMR donc, impose cette évaluation des risques a priori, et on constate que malheureusement pas mal d'intervenants résument cette évaluation des risques à la protection unique du travailleur. Alors j'ai pas dit qu'il fallait pas protéger les travailleurs, j'ai juste dit qu'il n'y avait pas que le travailleur à protéger, et parfois la caricature de ce qu'on constate, c'est de dire pour protéger le travailleur, on élimine le polluant avec son support, ce qui vous donne par exemple une charpente métallique qui serait polluée avec de la peinture au plomb, on élimine l'ensemble. C'est formidable, on n'a pas exposé le travailleur, tout va bien. Comme je le disais préalablement, la présence de matériaux CMR donne un statut de déchet dangereux. Ça veut dire que ce sont des gens qui envoient en ISDD, donc installation de stockage de déchets dangereux, une charpente complète qui est donc recyclable et valorisable matière à 99%. Parce qu'on vous dit, oui, mais bon, c'est quand même vachement bien, on n'a pas exposé le personnel. Donc, c'est pour lutter contre ce genre de choses qu'on a appelé cette table ronde arrêtons d'enfouir sans discernement les déchets dangereux. C'est qu'on est convaincu que l'ISDD, donc l'installation de stockage de déchets dangereux, c'est un mal nécessaire. Il faut traiter et donner une destination fiable à nos déchets dangereux, mais il ne faut n'y acheminer que du déchet dangereux et pas autre chose. Or aujourd'hui, par ce raccourci qui est
qui est mal fait, qui est confortable et qui est pratique. On dit ça va vite, on paye et hop, c'est enlevé. On en arrive à ce que des collectivités qui éliminent par exemple une chaudière dans une école, prennent la chaudière complète qui fait 8 ou 900 kg, qui contient peut-être 5 ou 10 kg de polluants, et on envoie tout ça en décharge. Vous rajoutez que dans la région Hauts-de-France, il n'y a pas d'ISDD, donc il n'y a pas d'installation de stockage de déchets dangereux, ce qui fait qu'une collectivité aujourd'hui en Hauts-de-France, quand elle élimine ce genre d'équipement, elle peut se retrouver facilement à envoyer ça à 300 km pour l'enfouir sous la terre. Un équipement qui est valorisable à 99%. Mais bon, tu comprends, c'est rapide, donc c'est quand même sacrément bien. Alors, si on était puriste ou académique, on dirait cet équipement, il faut le trier, il faut le dépoiler, il faut monter donc une salle blanche à l'endroit où est la chaudière. On n'a pas toujours la place, on n'a pas toujours le temps. Et économiquement, ça fait supporter des frais qui sont des frais fixes assez importants. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au projet qui est Nocima, donc qui est une plateforme qu'on a inaugurée ce mois-ci à Lalin, qui est une salle blanche qui permet un traitement déporté de tous ces équipements-là qui sont impactés par un CMR. Là, à nouveau, la réglementation du Code de l'environnement est tellement bien faite en France qu'il nous a fallu presque 3 ans pour obtenir notre arrêté préfectoral et arriver à ce qu'on a aujourd'hui, parce que en déchets dangereux, il faut être titulaire d'une rubrique qui correspond donc, au titre de la réglementation installation classée pour la protection de l'environnement, donc 2790. Et donc on a eu cette rubrique après une enquête publique. Donc la rédaction du dossier de document, du dossier de demande d'autorisation d'exploiter nous a pris 18 mois. On a eu une enquête publique 6 mois plus tard et on a eu l'arrêté préfectoral encore 6 mois plus tard. Donc là on vient de terminer les travaux. On dispose donc d'un arrêté préfectoral pour traiter ce genre de matériaux dans les Hauts-de-France, ce qui permet de pré-traiter avant d'acheminer vers 2 destinations. Les déchets ultimes, eux, en filière d'élimination de déchets dangereux. Mais là ce qu'on envoie c'est du trié. Et le reste, c'est de la valorisation matière, puisque essentiellement, ces matériaux-là sont sur support métallique, ce qui ne sont pas très compliqués à valoriser, a fortiori dans la région, puisqu'on a pas mal de filières de valorisation matière métallique en particulier. Je disais, une des problématiques auxquelles on est confronté, c'est particulièrement les traitements de surface, puisque beaucoup de ces matériaux sont utilisés. J'ai cité amiante, plomb, chrome 6. C'était des matériaux qui étaient utilisés en anticondensation et en traitement de très haute température, avec des matériaux supports qui en plus ont de la valeur. Alors je vais simplement, avant de vous parler des traitements de surface, je vais vous montrer une vue 3D de notre installation. Donc c'est une ICPE classique, avec une bascule, un bassin qui récupère les eaux incendie pour que, en cas d'éventuel incident, on a de quoi stocker les eaux incendie en période de pluie décennale. Les matériaux, donc les livraisons PL se font classiquement après une pesée. Les matériaux sont entreposés en attente de traitement dans une cellule et traités dans une salle blanche qui est située à côté. Alors, une salle blanche, c'est exactement les mêmes niveaux de protection que ce qui se fait en désamiantage. Donc c'est une zone qui est en dépression. La dépression est continue, donc il y a un enregistrement de la dépression qui est fait en continu. L'énergie est secourue, ce qui fait qu'en cas de panne de secteur, il n'y a pas de risque de pollution vis-à-vis de l'extérieur. L'air est filtré avant d'être rejeté, avec une filtration qui est dite THE, donc très haute efficacité, à 99,997%. Des mesures de pression sur les filtres, qui nous indiquent à quel moment les filtres sont encrassés. Le tout doublé avec une métrologie d'autocontrôle qui est faite de manière hebdomadaire, où on a un laboratoire qui vient mesurer l'air dans la zone, l'air en rejet d'extracteur et l'atmosphère sur opérateur pour voir à quoi ils sont protégés. Les intervenants passent par un sas de décontamination pour l'entrée-sortie de zone et ont des protections respiratoires qui sont dites ARI, donc appareil respiratoire isolant. On a un compresseur d'air respirable qui envoie par tuyau à chaque opérateur son air respiré filtré. Ça permet dans cette zone-là donc d'avoir la mise en dépression, assure qu'on ne pollue pas l'environnement, c'est-à-dire qu'on maîtrise notre empoussièrement et de protéger également l'atmosphère à laquelle est exposé le personnel. Et ensuite, les matériaux sont stockés en extérieur, les coproduits en vue de valorisation de matière ou élimination de déchets selon les filières qui sont à faire. Mais ce dossier-là, on l'a commencé avec une vision traitement de déchets, recyclage. On y a intégré au fil de l'eau une vision également réemploi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des industriels qui ont par exemple des dépoussiéreurs qu'on n'est pas obligé de mettre à la poubelle parce ils sont un peu impactés. On a également certains équipements comme des... Alors, je vais citer un exemple qui est un peu une hérésie, mais on a pas mal d'industriels, selon leur activité, qui ont des groupes électrogènes secours. Les gens qui ont des congélateurs industriels, certains équipements hospitaliers sont secourus, et certains magasins par rapport à leur activité ou par rapport à la typologie de bâtiment. Un groupe électrogène secours, c'est comme une roue de secours. C'est un machin qui tourne 1 heure par mois. On vérifie juste qu'il n'est pas encrassé. Bon. Ces éléments-là, ils sont pollués par des isolants généralement, qui posent souci. On peut les enlever. Et le rétrofit, ça consiste à remettre un isolant, puis finalement à réemployer ce pourquoi ça servait. Parce que tout comme une roue de secours, un groupe électrogène secours, il n'a peut-être pas besoin d'être excessivement moderne et très économe. On lui demande d'être fonctionnel, comme l'est une roue de secours par rapport à une roue de voiture classique. Et en fait, cette logique de réemploi, on l'a réintégrée en particulier avec l'appui de Team 2, qui est le pôle de compétitivité et recyclage, en indiquant qu'il y a quand même un paquet d'équipements qui peuvent se destiner au réemploi et pas forcément se limiter au recyclage et au traitement de déchets dits académiques. Ensuite, on a donc dans nos projets de R&D, on souhaite aujourd'hui, et on a commencé à travailler sur les traitements de surface alternatifs à ce qui existe. Alors, pour vous dire les choses autrement, aujourd'hui dans le monde de la peinture industrielle, pardon, la technique la plus couramment répandue, c'est le sablage ou le grenaillage. Les préparateurs adorent ça parce que ça leur fait une belle surface. Et c'est facile, c'est bien pour repeindre, c'est beau, c'est efficace. C'est une solution qui était efficace globalement et très, très pertinente au 19e siècle. Qu'il arrive sur des traitements d'équipements qu'on arrive à générer autant de poids de sable pollué que l'équipement lui-même. Et donc on en arrive à dire, j'ai un tuyau avec un traitement de surface X ou Y, je le traite, mon tuyau il pesait 4 tonnes, j'ai généré 3 tonnes de sable pollué qu'il faut éliminer en déchets. Donc si vous me voyez venir, qu'est-ce qui arrive? On prend les tuyaux puis on les élimine directement en déchets. Et à nouveau, on envoie en ISDD un machin qui est recyclable à 98%. Aujourd'hui, il existe des techniques alternatives au sablage grenaillage qui sont très très bien mécaniquement, mais qui ne sont pas du tout pertinentes au niveau environnement. Le sablage grenaillage, ça pose plusieurs soucis. L'exposition du personnel, parce que l'empoussièrement est très très élevé. Et au-delà du polluant lui-même, quand on travaille avec du sable, on a des problèmes de silice. Silice qui peut être cristalline, et dans la région on connaît bien ce sujet-là, parce que la silicose c'est un sujet, et la silice est classée CMR depuis 3 ans, donc il y a un premier sujet, il y a un problème de quantité de déchets qui sont complètement à côté, et donc c'est peut-être pertinent mécaniquement, mais c'est pas jojo au niveau code du travail et environnement. Donc il existe aujourd'hui 2 techniques alternatives au grenaillage sablage. Il y en a une qui fonctionne sur l'induction. C'est appliquer un champ magnétique qui fait chauffer la pièce et qui fait se décoller certaines peintures. On a fait des essais là-dessus, on n'en est pas convaincu, on n'en est pas ravi parce que ça nécessite une très grosse consommation électrique. Ça c'est un premier sujet. Et puis on a une difficulté de traitement des points singuliers, les cordons de rouille, les cordons de soudure, la rouille, les angles, les points un peu singuliers. L'induction ne donne pas de solution très très satisfaisante. On a essayé par contre depuis quelques semaines une seconde technique qui est la technique de retrait par laser, qui elle nous encourage et nous donne vraiment l'envie de continuer. Donc je vais vous remontrer la vidéo. Donc ça c'est un générateur qui est un des plus gros dans les équipements mobiles qui existent et qui permet d'appliquer donc une lumière. Alors là on a essayé différentes puissances. On a essayé surtout différents supports, du support métallique peint, on a essayé des plateaux, on a essayé des supports gras avec du bitume, on a essayé des supports rouillés aussi beaucoup, parce que généralement les équipements sur lesquels on intervient, ils sont pas jeunes. Ils sont pas en bon état non plus, c'est pas du produit manufacturé. Donc on a fait des essais là-dessus et on est plutôt satisfait par le sujet. Il y a ça correspond vraiment à un traitement de surface. Vous allez voir que on a essayé en partie, ça c'est une tôle métallique neuve. Je trouve que sur notre bâtiment, dans le cadre des travaux, on a eu à faire des entrées d'air, donc on a profité. Le recyclage, c'est un principe de l'entreprise. On avait cette chute sous la main. On a fait des essais avec sur du thermolaquage et on est plutôt assez
même on a très envie de prolonger cette expérience parce que en termes de pénibilité pour le personnel, c'est vraiment plus que limité. Le dégagement de poussière, comme vous voyez, il est epsilonesque. Enfin, il y a quelques poussières et quelques cendres, mais c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on constate par ailleurs sur les traitements. Et donc c'est une technique qu'on a envie de développer, de fiabiliser. Alors, je reviens à notre problématique historique. Il faut qu'on reprenne code du travail, l'intervenant, qu'on vérifie que les protections qu'on a mis en place sont pertinentes et suffisantes par rapport au personnel qui utilise ça. Il faut qu'on vérifie l'environnement. Il ne s'agit pas qu'on ait des dégagements gazeux par rapport aux températures qui sont atteintes et que certaines matières passent en phase gazeuse. Je pense aux revêtements plomb, par exemple, qui peuvent poser problème quand on les monte à certaines températures. Donc il faut qu'on vérifie que les filtrations qui sont en place sont adaptées. Et enfin, il faut qu'on vérifie que sur les supports qu'on traite derrière nous, on soit bien exempt de pollution. Parce que c'est pas le tout de dire qu'on a enlevé... quand on a enlevé une couche de matière avec un grenaillage, on sait dire qu'il n'y a plus de matière. Quand on a fait un traitement de surface comme ça, vous allez voir... Là, on a essayé différentes puissances. On a essayé différentes machines et différentes têtes. Vous allez voir que c'est quand même assez bluffant. Il y a un examen visuel pour dire le revêtement de surface n'y est plus. On voit en plus les différentes couches, la peinture, la préparation de surface, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de développer et de fiabiliser. En premier temps, en atelier. À nouveau, en termes de pénibilité, on peut tout à fait automatiser plus de 80% de la tâche. C'est-à-dire qu'on peut poser la tête laser sur un support et donc bien restreindre la pénibilité à laquelle est exposé l'intervenant. Et peut-être terminer de manière manuelle les bords, les points singuliers, les sujets. Il restera peut-être une intervention mécanique, peut-être de sablage résiduel sur certains éléments, mais en tout cas, on n'a plus l'exposition comme on a par ailleurs, a fortiori quand on va faire ça sur un échafaudage en haut d'un chantier, sans les moyens de protection, qui sont ici proposés. Donc, là, on a fait des essais sur différentes supports. Hein. Vous voyez, on a du tuyau rouillé. Là, on a des tuyaux qui sont rouillés, qui sont poussiérés. Il y a des cordons de soudure. On a vraiment des choses excessivement différentes, mais qui correspondent à ce qu'on retrouve sur les équipements industriels qu'on est amené à traiter. Donc voilà, ça c'est un sujet qui nous intéresse et qu'on va continuer à fiabiliser. À nouveau, je disais sur les trois sujets qui sont l'intervenant, la population et l'environnement. Voilà pour cette première partie d'intervention. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté sur le... Bon, ça c'est le phénomène spécifique du traitement de surface qu'on souhaite développer, mais par rapport à la plateforme installation classée, donc elle a été inaugurée officiellement hier et elle a fait son premier chantier le 10 juin, donc c'est tout récent. Et on commence l'exploitation là, donc dans le nord. Notre arrêté préfectoral, il nous donne une emprise sur les régions Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie. Et pour vous donner des exemples dans le bâti classique, qu'est-ce qu'on sait y faire passer? On sait y faire passer des châssis aluminium dans le cadre des travaux d'ITE, isolation thermique par l'extérieur des bâtiments, où on a très souvent un joint vitrier amiante qui est pris dans un complexe entre un châssis aluminium et une vitre. Donc l'aluminium et le verre, c'est pas très compliqué à recycler. Il paraît qu'il y a même des gens dont c'est le métier. Le nôtre, c'est d'enlever le joint vitrier. On peut y passer assez aisément des chaudières, qui sont des trucs valorisables à 99% en masse. On peut y passer des CTA, des centres de traitement de l'air qu'on a dans beaucoup de bâtis, qui sont impactés par quelques joints, quelques tresses, des choses vraiment légères qui réglementairement en plus sont complexes. Or là, la réglementation par ailleurs en amiante prévoit ce cas spécifique de traitement déporté et l'encourage. Ce qui veut dire que ça permet de rendre vraiment, de limiter à l'intervention in situ, au démantèlement, et qui permet aux propriétaires fonciers, donc la collectivité ou l'industriel, de récupérer son bien et de réinstaller et de réimplanter le nouvel équipement. Et ensuite, tous les équipements métalliques, je disais, qui sont avec traitement de surface à prendre en compte et qui permet surtout de créer ces activités et de générer ces activités en dehors du lieu de production, si c'est un industriel ou si c'est autre chose.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez s'il y a des questions. Alors, pour l'instant, ça, ce sont des essais qu'on a fait. On en a fait sur 3 journées. Donc là, pour l'instant, on est en phase expérimentale là-dessus. C'est un process qu'on veut éprouver. Mais pour l'instant, on l'a pas. C'est pas encore quelque chose qu'on utilise en nominal. Aujourd'hui, on est sur des séparations de sablage, grenaillage, mais dont on n'est pas satisfait par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il existe des techniques chimiques également de traitement, mais qui ont les mêmes restrictions que l'induction. Le chimique, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il fasse froid, il ne faut pas qu'il fasse chaud non plus, il ne faut pas de cordon de soudure, il ne faut pas trop de rouille. C'est bien, hein, mais sur des équipements à démanteler, c'est pas simple. J'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez des... Non, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Donc vous avez le stand de Nocima qui est juste ici. Si vous avez besoin d'autres précisions ou renseignements, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.